Une nuit en Argentine, 3 filles traînent sur un bateau. Soudain, le ciel devient sombre et une aurore boréale apparaît au loin. La mer commence à trembler et l'une des filles se précipite à l'intérieur pour vérifier le GPS, mais il ne fonctionne pas. Une fille s'effondre et son amie essaie de courir vers elle, mais le vent referme la porte. En regardant par la fenêtre, elle remarque que ses 2 amies sont mortes. En ville, 3 hommes se rendent à leur partie de cartes hebdomadaire chez un ami. Cependant, la rue est bloquée par une manifestation et la foule pousse toutes les voitures qui tentent de passer. Le trio n'a pas d'autre choix que de prendre un autre chemin, et ils finissent par arriver chez Tano. Il est content de voir Russo et Rohan, mais il gronde Russo d'avoir amené son beau-frère Omar. Le groupe passe la nuit à jouer aux cartes avec Lucas, mais il ne laisse pas Omar jouer, et Tano s'agace car Omar touche à ses affaires. Finalement, il commence à pleuvoir et le courant est coupé. Tout le monde prend son téléphone, mais ils sont choqués de constater que toutes les batteries sont mortes. La lampe de poche de Tano ne fonctionne pas non plus, alors ils doivent utiliser une vieille lampe à gaz. Soudain, ils entendent des bruits étranges et Anna, la femme de Tano, descend en disant qu'elle a vu un voisin s'effondrer dehors. En regardant par la fenêtre, ils découvrent qu'il neige, ce qui n'arrive jamais à Buenos Aires. Sans parler du fait que nous sommes en été. La neige ressemble à de la cendre, et Anna refuse que Tano sorte, pensant qu'il y a quelque chose de toxique dans l'air. Alors que des voitures commencent à s'écraser dehors, les hommes essaient la ligne fixe, mais elle ne fonctionne pas non plus. Le groupe commence à avoir peur, alors Tano demande à tout le monde de fermer chaque fenêtre et de boucher chaque trou. Russo touche une fenêtre et remarque qu'elle est glacée. Les hommes discutent de la situation, mais cela dégénère vite en dispute. Russo en profite pour quitter la maison et repousse Lucas quand celui-ci tente de l'arrêter. Il ne parvient à faire que quelques pas avant de mourir dans la rue. Tano accuse Omar de la mort de Russo, et les autres doivent les séparer avant qu'ils ne se battent. Les heures passent, le froid s'intensifie, et tout le monde enfile des couches supplémentaires. Ils s'inquiètent aussi pour leur famille. Soudain, quelqu'un frappe à la vieille porte du garage. Une femme appelle à l'aide, mais Tano reste méfiant car elle pourrait mentir pour profiter de la situation. Les autres le convainquent que c'est la bonne chose à faire. Tano prend son arme tandis que Rohan casse la vieille serrure. Un gars entre et Anna s'occupe d'elle pendant que Tano et Rohan profitent du couloir ouvert pour entrer dans le garage. Rohan veut prendre les clés de la voiture, mais un trou dans le plafond laisse tomber la neige devant le bureau du garage. Il monte dans la voiture de Tano, attache une échelle à la fenêtre du bureau, puis se couvre de plastique pour grimper. Une fois les clés récupérées, il revient et Tano montre la neige tombée, remarquant qu'elle change de couleur après être restée un moment au sol. Les hommes essaient plusieurs voitures, mais aucune ne démarre. Quelques instants plus tard, ils voient qu'un voisin est vivant. Ils essaient de lui faire des signes pour l'empêcher d'ouvrir la fenêtre, mais c'est trop tard, l'homme jette un œil et meurt instantanément. Quand sa femme vérifie, elle subit le même sort. Cela rend Rohan encore plus désespéré de sauver sa famille, et il annonce qu'il part. Les autres l'aident à se couvrir entièrement avec plusieurs couches de vêtements et des sacs en plastique. Tano a un vieux masque pour le protéger, mais Rohan refuse de prendre l'arme. Alors qu'il s'apprête à partir, Omar saisit le pistolet et bloque la porte, voulant le masque pour lui. Tano lui reprend facilement l'arme et lui rappelle qui commande. Rohan peut enfin quitter le bâtiment et confirme que sa combinaison improvisée le protège de la neige. En marchant dans les rues, il voit des centaines de cadavres humains et animaux. Toute la ville est désormais recouverte de neige. Un flashback montre tous les habitants d'un immeuble réunis pour une réunion avant la chute de neige. Soudain, le courant est coupé et une voiture s'écrase contre l'entrée principale. Tout le monde agit rapidement et ne se blesse pas, mais un homme sort vérifier le conducteur et meurt instantanément. Dans le présent, Rohan continue à croiser des corps durant son périple. Il entend aussi quelqu'un siffler sans savoir d'où ça vient. Après un moment, un inconnu inquiétant apparaît derrière lui, alors il court jusqu'à le semer. Puis il entre dans une gare et trouve un train gelé sur les rails. Tous ceux qui ont tenté de fuir sont morts, mais quelques survivants à l'intérieur demandent de l'aide. Rohan entre et leur explique qu'il ne peut rien faire. Il ouvre son sac pour prendre des bouteilles d'eau et découvre que Tano y a mis un pistolet. Après avoir donné l'eau aux survivants, Rohan repart. Peu après, il arrive à l'immeuble avec la voiture à l'entrée. Il monte immédiatement les escaliers et trouve des survivants à chaque étage. Certains prient, d'autres se disputent. Dans l'appartement de son ex-femme, il trouve un homme en train de voler des affaires. Rohan le plaque contre le mur et exige de savoir où est sa fille. Les voisins accourent en entendant les cris et lui demandent comment il a survécu à la neige. Rohan se fige en réalisant qu'il y a de la neige sur sa main nue, mais elle ne lui fait pas mal. Ce moment est interrompu par son ex-femme Elena, qui chasse les autres avant de dire à Rohan que leur fille Clara a dormi chez une amie la nuit dernière et qu'elle n'a plus de nouvelles depuis. La culpabilité provoque une crise chez Elena, que Rohan réconforte. Elle n'a pas l'adresse de l'amie, mais connaît son nom, alors Rohan annonce qu'il ira à l'école chercher l'adresse dans les dossiers. Quand il essaie de partir, les voisins le bloquent pour lui poser des tas de questions. Il leur dit que la neige ne fait plus de mal après être tombée, et qu'il a survécu en couvrant tout son corps. Mais il refuse toujours de le laisser passer et exige de voir le masque. Rohan sort son arme pour les tenir à distance. Dans les escaliers, il bouscule un homme pour se frayer un chemin et les autres le poursuivent, furieux. Elena demande de l'aide à une voisine, mais elle lui claque la porte au nez. Le couple se cache dans un appartement vide et bloque la porte avec des meubles. En trouvant un corps dans la baignoire,
Elena commence à superposer les vêtements. Les voisins sont à la porte, alors Rowan tire pour les empêcher d'entrer. Il fait ensuite porter le masque à Elena et l'envoie à l'école. Elle saute par la fenêtre et survit en atterrissant sur la voiture accidentée. À ce moment-là, les voisins parviennent à entrer, alors Rowan couvre sa tête d'un sac plastique et casse la fenêtre pour faire fuir tout le monde à cause de la neige. Il s'échappe par la fenêtre mais s'évanouit à cause de l'étouffement. De retour chez Tano, Anna veut faire du thé, mais il en empêche car l'eau du robinet pourrait être contaminée. Les hommes travaillent dur pour sceller chaque fenêtre avec du ruban ou des planches. Tano trouve un gars manipulant son arme et la lui reprend, tandis qu'elle explique qu'elle est une ancienne militaire. Fatiguée d'attendre, un gars prend son casque et annonce qu'elle part. Mais Tano l'arrête et dit qu'il partira d'abord avec un masque qu'il vient d'improviser. Il emprunte le vélo d'un gars et remarque que la lumière LED ne fonctionne pas, mais celle alimentée en pédalant, oui. Tano théorise que les objets anciens fonctionnent, ce qu'il confirme en connectant un tourne-disque à une batterie de voiture. Ensuite, ils mettent tous des masques de fortune et arrivent à la caserne des pompiers, où ils récupèrent des combinaisons et des masques. Pendant ce temps, Rowan se trouve dans une tranchée, observant une lumière rouge monter dans le ciel. Soudain, il se réveille et découvre qu'Elena a retrouvé ses amis dans la rue, alors ils sont revenus pour lui en camion. Tano lui dit que les vieux moteurs fonctionnent. Un autre flashback montre un gars avant la chute de neige. Elle a vu une notification sur le téléphone de son frère pour une livraison, mais comme il jouait au football, elle a proposé de faire la course à sa place. Cela lui a sauvé la vie. Dans le présent, le groupe retourne chez Tano. Il connecte une radio à la batterie de voiture, mais aucune fréquence ne répond. Une dispute éclate sur la suite à donner, et Rowan veut emprunter la voiture pour chercher sa fille. Tano refuse, disant qu'ils doivent rester ensemble. À ce moment-là, un homme portant un masque de soudeur entre dans le garage. C'est leur voisin Benito, qui veut emprunter la voiture pour livrer des vivres avec son ami Roberto. Tano refusé, pendant la dispute, Omar en profite pour voler le véhicule et s'enfuit. Benito part aussi, et Tano dit aux autres qu'il n'aime pas savoir que Benito travaille avec Roberto, car ils se sont disputés dans le passé. En conduisant, Omar voit une lumière rouge dans le ciel et se déconcentre. Il remarque trop tard les voitures bloquant la route et finit par s'écraser dans un magasin. Pendant ce temps, Elena et Rowan s'équipent et partent chercher leur fille. Ils essaient la première voiture qu'ils trouvent, mais elle ne fonctionne pas. À ce moment, un camion de survivants passe, alors ils se cachent jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ces hommes trouvent Omar et le sauvent. Le couple passe la nuit dans la voiture, et les gens dans la maison entendent les pillards qui dévalisent les magasins du quartier. Tano continue à essayer la radio en vain. Le lendemain matin, Rowan et Elena arrivent enfin à l'école et entrent par la fenêtre. Tandis qu'Elena cherche l'adresse, Rowan cherche une vieille voiture fonctionnelle. Il entre dans une cabine de sécurité et, en prenant les clés, il entend le sifflement. Soudain, il a une vision de la lumière rouge et de la destruction de la ville, qui culmine avec une grande explosion. Il se réveille dans la voiture, qui fonctionne. À l'école, Elena entend des bruits et trouve Pablo dans un placard. Ses amis l'Y ont enfermé pour plaisanter. Rowan revient et l'aide à sortir, le giflant quand il se montre impoli. Le couple tente de lui expliquer la situation, mais Pablo s'enfuit. Il ne s'arrête que lorsqu'il voit tous ses amis morts dehors. Pablo sait où vit l'ami de Clara, alors il accepte de les y conduire s'il le ramène ensuite chez lui. En arrivant à la maison, il trouve de nombreux cadavres dans le jardin, mais pas de Clara. Pablo panique en voyant les corps, il s'avère qu'il leur avait donné son adresse et que c'est sa propre famille morte. Pablo s'effondre, fiévreux, alors le couple s'arrête dans une pharmacie pour chercher des médicaments. Pendant qu'il fouille le magasin, une femme enceinte frappe à la porte en disant que sa poche des os s'est rompue. Ignorant les avertissements de Rowan, Elena ouvre la porte et la laisse entrer. Il s'agit en réalité d'une diversion pour permettre à son compagnon armé de les prendre par surprise. La femme gifle Elena, et après avoir pris le sac et les clés de voiture, l'homme les enferme dans un placard. Alors que les voleurs s'en vont, Elena demande à Rowan s'il a encore des visions. Il avoue qu'elles sont revenues depuis que la neige a commencé. Pablo refuse d'abord d'ouvrir la porte à cause de l'attitude de Rowan, mais il finit par le faire quand Elena lui parle gentiment. Le couple donne à Pablo le masque qu'ils avaient fabriqué pour Clara, et ils partent ensemble. Dans la rue, Rowan s'apprête à tirer sur quelqu'un, mais il s'agit simplement d'une famille qui s'échappe en voiture. En traversant la station, Rowan monte dans le train et remarque que tous les survivants ont disparu. Chez Tano, un gars revient après avoir cherché son frère, mais elle l'a trouvé mort dans le parc. Elle dit aussi avoir entendu des bruits étranges sans voir personne. Tano lui donne une arme et lui demande de protéger la maison pendant que lui et Lucas sortent chercher des provisions. Le duo retourne à la caserne de pompiers, mais ils y trouvent Benito et sa bande. Benito veut bloquer toutes les routes, ce que Tano désapprouve. Il veut aussi utiliser son garage et lui donne 24 heures pour se décider. De retour à la maison, il capte une voix à la radio. Un homme en Uruguay confirme que la neige mortelle est aussi présente là-bas, et il a entendu la même chose du Brésil. Ils en concluent que le phénomène est mondial. Malheureusement, l'appel se termine trop vite. Désespéré de parler à quelqu'un au Brésil, Tano grimpe sur le toit pour déplacer l'antenne, mais il découvre que sa boussole ne fonctionne plus. Il se précipite à son atelier pour vérifier les autres boussoles et constate qu'elles se comportent tout étrangement. Finalement, le couple revient chez Tano avec Pablo. Tano informe Rowan qu'il a changé d'avis et souhaite partir dans sa maison secondaire sur une île.
Il lui parle des boussoles et conclut que le champ magnétique de la Terre s'est déplacé, donc il pense que le monde est brisé. Rowan veut toujours retrouver sa fille, et ils se disputent jusqu'à ce que Tano dise que Clara est morte et que Rowan est dans le déni. À la station-service, la femme enceinte et son compagnon volent des provisions et de l'essence. L'homme entend un bruit, éclaire avec sa lampe et voit quelque chose bouger. Soudain, la voiture tremble et lorsqu'elle se retourne, l'homme a disparu. Une créature crie, brise la vitre, et la voiture glisse sur la neige, dévalant une pente et tuant la femme. Sur un pont local, une personne en combinaison jaune marche rapidement. Un groupe de personnes arrive aussi pour traverser. Chez Tano, le groupe organise des funérailles pour Russo. Ensuite, Tano et Lucas vont faire des courses. Rowan insiste pour retrouver sa fille et Anna se rappelle avoir récemment jeté des annuaires. Il les récupère dans la benne et Rowan finit par trouver l'adresse qu'il cherchait. Il part seul à pied, mais Tano, pris de remords, décide de l'aider en voiture. Il annonce qu'ils trouveront Clara, puis partiront ensemble sur l'île. Pendant le trajet, Tano partage sa théorie, il pense que l'anneau de particules radioactives entourant la Terre a été détruit, ce qui a causé la neige mortelle. Peu après, ils trouvent les routes bloquées par des voitures entassées. Soudain, ils entendent un bruit et voient des véhicules militaires arriver. Un soldat leur demande de rebrousser chemin et d'éviter le centre-ville, qui est bouclé. Il explique aussi que la base militaire s'organise et que de l'aide arrivera bientôt. Quelque chose semble étrange dans son discours, alors Rowan et Tano décident de suivre les militaires. Après avoir traversé un tunnel, ils atteignent le centre-ville et les soldats ouvrent le feu sur eux. Ils font marche arrière pour s'échapper, mais un bus tombe du pont et bloque la route. Le duo continue et dépasse les soldats, pour découvrir qu'ils tirent en fait sur autre chose. Il s'agit de gigantesques insectes sur le pont, jetant des véhicules, et que l'armée ne parvient pas à arrêter. Lorsqu'un homme apparaît au milieu de la rue, il dévie la voiture qui finit par glisser sur la neige. En roulant, Rowan a une vision de la lumière rouge et de sa fille Clara. La voiture s'arrête après avoir percuté un garage. Rowan observe les insectes descendre du pont et attaquer les soldats avec des tentacules, les enveloppant dans une sorte de toile. Tano aide Rowan à sortir de la voiture et il monte juste à temps avant que les monstres ne percutent les portes. Pendant leur fuite, Rowan continue d'avoir des visions de la lumière rouge et de destruction. Ils parviennent à se cacher sur le toit et, après un moment, constatent que les soldats et les insectes ont disparu. Ils redescendent, récupèrent des armes abandonnées, puis poursuivent leur route. Lorsqu'un insecte traîne une personne enrobée de toile, ils se cachent et l'observent emmener le corps dans un nid récemment construit. En avançant, Tano glisse et percute une benne. Un insecte entend le bruit et approche, alors Rowan tire, mais l'arme de Tano est bloquée. Rowan abat la bête d'un tir précis dans la tête. Malheureusement, le bruit attire d'autres insectes et le duo se met à courir. Certaines bêtes les poursuivent, d'autres dévorent la morte. Heureusement, un homme les aperçoit et leur fait signe de le suivre. Arrivés aux portes d'une église, des gens lancent des cocktails Molotov depuis les fenêtres pour brûler les insectes. L'homme les fait entrer et ils traversent un tunnel secret jusqu'à une pièce isolée, évitant les bêtes dans la nef principale. Ils rencontrent une religieuse qui protège un groupe de survivants, dont Omar. Celui-ci tente de les faire expulser en affirmant que ses anciens compagnons sont dangereux. La religieuse l'ignore et les emmène sur le toit pour leur montrer les lumières rouges, apparemment, les insectes sont arrivés avec elle. Tano conclut qu'il s'agit d'une invasion extraterrestre et tente de s'enfuir, mais la religieuse l'arrête pour ne pas mettre tout le monde en danger. Le soir, un groupe d'éclaireurs revient avec quelques provisions, mais ils n'ont pas pu aller loin à cause des insectes. Tano pense que des extraterrestres plus intelligents contrôlent les insectes. Rowan tente de s'éclipser pour retrouver sa fille et se fait repérer par Omar, qu'il saisit par le cou pour le faire taire. Omar lui dit qu'un certain Rango se souvient de lui depuis la guerre des Malouines, mais Rowan ne le reconnaît pas. Omar lui parle aussi d'un tunnel secret entre le centre-ville et la banlieue. Rowan quitte l'église par l'arrière et traverse la ville en grimpant sur les toits. Il voit la lumière rouge et a une vision des insectes marchant vers une destination. À l'église, le groupe débat de la suite, certains veulent partir, d'autres trouvent cela trop dangereux. Rowan revient et annonce qu'il a trouvé un camion en état de marche. Tout le monde accepte de partir avant que les bêtes ne les trouvent. Tandis que le groupe rassemble ses affaires, Rowan parle à Rango, qui refuse de les accompagner. Lui et la religieuse restent pour ne pas ralentir le groupe. Rowan lui parle de ses visions, certaines correspondant à des images de guerre, mais Rango n'en a eu aucune. Le groupe traverse prudemment la rue sous la lumière rouge. Un insecte proche ne les voit pas. Il continue jusqu'à la frontière et se cache dans un bus pendant que deux hommes brisent un vieux mur pour accéder au tunnel. L'une des survivantes est une mère avec un bébé, qui se met à pleurer. Le bruit attire les insectes, mais les hommes finissent de briser le mur et tout le monde se précipite dans le tunnel. Rowan reste dans le bus avec la mère, qui fait taire le bébé en le nourrissant. Soudain, les cloches de l'église sonnent, Rango et la religieuse veulent attirer les insectes. Pendant que le groupe traverse le tunnel, Rango et la religieuse répandent de l'essence dans l'église. Une fois les insectes à l'intérieur, ils allument une cigarette, provoquant une explosion qui incendie le bâtiment et les tue. À la frontière, le groupe atteint l'autre côté et trouve le camion que Rowan avait vu. Mais en le bougeant, un insecte surgit d'un tas de voitures et emporte Tano. Avant qu'il ne puisse le recouvrir de toile, les survivants lancent une grenade fumigène qui effraie la bête. D'autres monstres arrivent du pont, alors Rowan ouvre le feu pendant que tout le monde monte dans le camion. Les bêtes font tomber un panneau pour descendre, mais le camion roule déjà trop vite pour qu'elles puissent le rattraper.
En s'éloignant, il voit l'église brûler au loin. Rohan a une dernière vision, où il se voit jeune, attaquant l'ennemi pendant la guerre des Malouines. Une énorme explosion le fit perdre connaissance et, au matin, il se réveilla dans une tranchée entourée des corps de ses camarades soldats. Il neigeait et il entendait un sifflement. Lorsqu'il quitta la tranchée, il vit son lui plus âgé le regarder. Dans le présent, Tano, Rohan et Omar quittent le groupe pour retourner chez Tano, tandis que les survivants continuent de rouler vers la base militaire. Il voit des gens sur les toits, mais les ignore. Une fois à l'intérieur, Rohan est choqué de trouver Clara endormie sur les genoux d'Elena, exactement comme dans ses visions. La famille se retrouve tendrement pendant que Clara explique qu'elle est venue le chercher parce qu'elle se souvenait qu'il jouait ici aux cartes chaque semaine. Pendant ce temps, Roberto arrive avec certains des hommes de Benito, disant qu'ils ont entendu des rumeurs sur les insectes. Quand Tano le confirme et les informe qu'ils partent, Roberto propose un échange, son camping-car contre la maison et le garage de Tano, car il pense pouvoir combattre les monstres. Tano accepte volontiers. Une fois tout le monde prêt, le groupe monte dans le camping-car et Tano remarque que la combinaison jaune que Clara a utilisée vient de son bateau. En partant, ils doivent éviter une voiture folle qui tente désespérément de fuir la ville. Finalement, le groupe arrive à la jetée, pour découvrir qu'il n'y a pas d'eau et que la zone est trop boueuse pour traverser la rivière. Dans un seau de pêcheur, il remarque qu'un poisson est encore vivant. Omar pense qu'il devrait aller au camp militaire, mais Rohan et Tano décident de partir vers le nord pour essayer de trouver de l'eau. Sinon, ils envisageront un autre plan. Avant de partir, Tano va vérifier son bateau. En poursuivant leur route, il voit la voiture folle écrasée sur le bord de la route. La famille semble avoir été abattue. Quand Clara se réveille, il lui demande où elle a obtenu la combinaison et le masque, mais elle ne se souvient pas les avoir portés. Après quelques heures de route, il trouve un grand centre commercial où de nombreuses personnes semblent se cacher, alors il décide d'y passer la nuit. Pendant que tout le monde s'installe, Rohan avoue à Lucas que le retour de Clara le trouble car cela semble irréel. Lucas pense simplement que la situation ne lui permet pas de penser clairement. Pendant le dîner, la plupart des gens discutent joyeusement ou dansent, mais Rohan se méfie de tant d'étrangers rassemblés. Lorsqu'un garçon neurodiverge approche Clara, elle se fiche quelques secondes avant que ses mains ne commencent à la gifler. Ses parents doivent l'aider à se calmer et l'emmènent sous une tente. Elena pense qu'il devrait aller à la base militaire pour obtenir de l'aide pour Clara, mais Rohan lui rappelle qu'il ne peut pas y aller. La conversation est interrompue par Tano, qui révèle qu'il n'a pas trouvé son bateau. Il a cependant trouvé le journal de bord, et la signature de Clara indique qu'elle l'a pris. Pendant ce temps, Lucas cherche de l'alcool et entend des bruits étranges dans la pièce voisine. Le lendemain matin, tout le monde sort avec excitation car il a cessé de neiger. Les gens célèbrent le retour du soleil pendant que Tano vérifie sa boussole. Il découvre que les pôles se sont inversés et que le sud est désormais le nouveau nord. Anna se rend alors compte que Lucas a disparu. Tandis que Tano et Rohan partent à la recherche de leur ami perdu, une voiture se gare devant le centre et 3 étrangers masqués en sortent. Soudain, ces inconnus ouvrent le feu, tuant plusieurs personnes. Tout le monde court à l'intérieur en panique pendant que Rohan et Tano ripostent. Certaines personnes se cachent derrière des voitures, et le duo se faufile pour les aider. Grâce à ses compétences de soldat, Rohan tue un des ennemis d'un tir précis. Le deuxième attaquant fouille une benne et trouve 2 adolescents, mais les ignore et entre dans le centre. Rapidement, Rohan se cache derrière une autre voiture et tire sur le 3e inconnu, faisant tomber son corps à travers une vitrine. En l'ôtant de son masque, il voit son collier et comprend que c'est une mère de 3 enfants. Elena, qui est médecin, soigne les blessés, y compris le garçon neurodiverge. À ce moment, Lucas revient avec des soldats de la base militaire, disant qu'il les a trouvés sur l'autoroute. Quand Tano lui demande comment il y est arrivé, Lucas répond qu'il ne sait pas. Puis Tano vérifie le camping-car et découvre qu'il a été endommagé par la fusillade. Tous les survivants partent dans les camions militaires. En passant sur l'autoroute, Lucas désigne l'endroit où les soldats l'ont trouvé. Il ne se souvient pas comment il y est arrivé et accuse l'alcool qu'il a bu la veille. Pendant le voyage, il remarque que la rivière est de nouveau remplie d'eau. Pendant ce temps, le 3e tireur a réussi à s'échapper. Il entre dans les égouts, mais les insectes ne l'attaquent pas. En fait, il s'écarte comme s'il le reconnaissait. Plus tard, Rohan a une autre vision de lui-même faisant des courses au centre commercial et rencontrant la mère qu'il a abattue. Elle lui dit qu'elle est toujours là, dans un coin de son esprit, et lui demande de ne pas arrêter de la chercher. Il se réveille à la base militaire, où les soldats apprennent aux survivants à tirer. Un matin, Tano est convoqué par le sergent, qui a entendu dire qu'il est ingénieur et lui demande de réparer la radio. Mais Tano s'en va furieux en apprenant qu'ils veulent qu'il le fasse en ville. Quand il croise Rohan, il lui explique que l'armée prévoit de détruire le mur à la frontière avec un train et d'envoyer un message depuis une tour. Lucas prévoit de rejoindre l'équipe et souligne combien de personnes il pourrait sauver avec ce message, ajoutant que s'ils n'aident pas, ils seront en danger, et pas seulement à cause des insectes. Son ton est plutôt agressif et ses amis trouvent qu'il agit bizarrement. Ensuite, d'autres camions arrivent avec des survivants, dont Roberto. Tano lui demande ce qui s'est passé et Roberto explique que Benito et la bande n'ont pas survécu. En entendant cela, Rohan pense qu'il devrait partir et rejoindre l'île. Mais Tano et leur femme insistent pour rester. Clara a besoin d'aide médicale et l'île n'est probablement plus sûre. Cette nuit-là, Rohan n'arrive pas à dormir et va se promener, mais remarque immédiatement que 2 hommes le suivent. L'un d'eux est conducteur de train et explique qu'il y a une gare près de la base.
Ils pensent qu'ils peuvent la réparer pour rejoindre le centre-ville en sécurité et envoyer le message depuis la tour, mais ils ont besoin que Rowan convainque Tano. Le lendemain matin, un groupe d'adolescents organise des funérailles pour le garçon neurodiverge, qui n'a pas survécu à la blessure. Tano, Rowan, Omar, Pablo, Inga, Lucas et quelques autres rejoignent l'équipe de soldats pour la mission. Après avoir traversé la rivière en bateau, ils trouvent les rails et poursuivent à pied. En route, ils voient des avions militaires passer au-dessus d'eux. Une fois à la gare, ils se mettent immédiatement au travail. La plupart de l'équipe se concentre sur la réparation et le déplacement du train tandis que quelques soldats montent la garde. Heureusement, personne ne s'approche d'eux, mais quand le train démarre enfin, ils ne voient pas la femme armée qui les observe depuis le réservoir d'eau. À mi-chemin, Pablo et quelques soldats quittent le train pour surveiller la frontière. Peu après, le train s'approche du mur de voiture et les vibrations font sortir les insectes de leur cachette. Tout le monde se cramponne tandis que le train accélère et Rowan chante pour distraire l'équipe, qui le rejoint rapidement. Le train percute la pile et envoie toutes les voitures voler, créant un immense nuage de fumée et de poussière. L'équipe célèbre sa réussite tout en toussant. Une fois au centre-ville, l'équipe poursuit à pied avec la batterie et est surprise de ne pas être suivie par les insectes. Ils remarquent aussi que les avions vus plus tôt se sont écrasés. Le groupe se sépare, une moitié transporte la batterie jusqu'à la tour radio pendant que l'autre va voir les avions. Il y a des missiles dans une caisse et un gars trouve une carte indiquant qu'il se dirigeait vers le stade. Soudain, il voit un garçon au milieu de la ruée, en allant le vérifier, trouve de nombreux civils les fixant avec des visages vides. À la tour radio, Tano installe la radio avec succès et un opérateur envoie un message indiquant aux survivants qu'ils peuvent trouver de l'aide à l'armée. À la base, ils reçoivent le message et les femmes remarquent que les adolescents partent en voiture. Les soldats tirent des fusées pour confirmer que le message a été reçu et tout le monde célèbre. L'excitation à la tour est interrompue lorsque le groupe remarque une lumière bleue venant du stade. Rowan pense qu'il devrait aller voir, mais un soldat fait remarquer que l'équipe des avions n'est pas revenue et qu'ils ne peuvent pas risquer plus de monde. À l'entrée de la tour, les soldats montent la garde jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe revienne. À l'étage, Rowan et son équipe attendent dans un appartement, où ils trouvent un jeu de cartes. Ils commencent à jouer, mais Lucas n'est pas aussi bon que d'habitude et oublie les gestes du jeu. Quand les autres le taquinent, il craque, saisit un couteau et poignarde Omar avant de s'enfuir. Rowan et Tano le poursuivent sur le toit, où Lucas commence à parler de quelqu'un qui écoute les communications radio et sabote le plan. Ses amis ne comprennent pas son discours critique, mais avant qu'il puisse lui poser des questions, Lucas saute. Tano fait une crise en voyant son ami mourir, mais Rowan lui dit de bouger car il voit plein de gens se comporter bizarrement dans la rue. En descendant, l'opérateur radio et Omar les rejoignent, mais tous les gardes à l'entrée sont inconscients. Le groupe se cache dans l'escalier pendant que l'équipe des avions revient chercher le bâtiment. Une fois dehors, il voit un survivant familier près de la porte, mais quand il l'appelle, il se met à hurler pour révéler leur position. Une course-poursuite s'ensuit et Rowan doit ouvrir le feu pour retenir les assaillants pendant que ses compagnons ferment la grille derrière eux. Bientôt, ils atteignent le train et sautent dedans alors que le conducteur le fait démarrer. La foule les poursuit mais n'est pas assez rapide. Seul un homme s'en approche et Rowan l'abat. Pendant le voyage, Rowan réalise que ces gens se comportaient comme les tireurs du centre commercial. Pourtant, ils les ont laissés envoyer le message, donc c'était sûrement un piège. Il veut enquêter sur le stade et le soldat conducteur se porte volontaire pour l'accompagner, alors il apprend à Tano à conduire le train. Rowan ne peut s'empêcher de penser que le conducteur lui est familier. Le reste du groupe retourne à la base pour avertir les autres et soigner la blessure d'Omar. En traversant la ville, le duo entend des tirs au loin. Ils fouillent la zone et trouvent des gens figés dans un parc jusqu'à ce que des camions viennent les chercher. Les insectes marchent autour de ces gens qui s'entraînent à tirer. Ensuite, le duo entre dans un bâtiment abandonné et Rowan a à nouveau des visions, qui lui montrent tout ce qu'il a vécu ces derniers jours. En regardant depuis le balcon, Rowan comprend pourquoi le soldat lui semble familier et que ses visions correspondent aux événements, il a déjà vécu tout cela. Soudain, un kiosque se met à briller en bleu et la créature extraterrestre à l'origine de tout apparaît. Elle joue une mélodie apaisante qui contrôle les esprits pour en faire ses serviteurs. Rowan voit des adolescents dans la foule et comprend que le comportement de Clara signifie qu'elle a été contrôlée mentalement depuis le début.